Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. L'installation de la Commission nationale de révision des codes communaux et de wilaya, un engagement du président de la République qui se concrétise. L'objectif est clair, moderniser et améliorer la gestion de nos administrations locales. Retour dans quelques instants sur le troisième et dernier jour de la visite officielle du général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP en Italie, à l'invitation de son homologue. Clôture aujourd'hui des travaux de la réunion des ministres de l'Intérieur du G7 en Italie avec la participation du ministre de l'Intérieur. La question de la migration clandestine et de la traite des êtres humains était au centre des discussions. Annulation des accords signés entre le Maroc et l'UE qui s'appliquaient au Sahara occidental. La Cour de justice de l'UE a statué en faveur du Front Polisario. Une décision considérée comme une victoire pour la cause sahraoui dans sa bataille juridique. Visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les camps de réfugiés. Il a été question des perspectives de règlement du conflit. Un déplacement qui renforce la volonté des Nations Unies de trouver une solution juste et pacifique pour le peuple sahraoui. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vais vous en parler en titre. C'est un pas de plus vers la réforme de notre administration locale. La Commission nationale des révisions des codes communaux et de wilaya récemment ont vu le jour officiellement. Un engagement porté par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui se concrétise et qui vise à revoir les lois encadrant les collectivités locales en Algérie. L'objectif est clair, il s'agit de moderniser et d'améliorer la gestion de nos administrations locales. Houria Djardjar et Emel Bouarba. En installant la Commission nationale de révision des codes communaux et de wilaya, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé sa volonté de concrétiser ses engagements durant la campagne électorale et lors de sa prestation de serment. Il faut dire que la rapidité et le sérieux dans la mise en œuvre du programme des réformes concernant la gestion locale et le renforcement des services publics reflètent l'ampleur et la nature des défis imposés par la vie quotidienne des citoyens. Ces défis sont d'ailleurs au cœur des priorités du président de la République. Cela se manifeste aussi par l'implication des acteurs et des experts pour examiner les dossiers de gestion locale et élaborer une feuille de route politique et administrative de nature à insuffler une dynamique économique au sein des structures administratives locales. Cette dynamique s'appuie fortement sur une vision prospective qui valorise les ressources humaines et potentialités naturelles propres à chaque région du pays. La révision du Code des collectivités locales et de wilaya est un engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Sa concrétisation rapide témoigne de sa ferme volonté de réformer l'administration locale et répondre aux préoccupations des citoyens. La mise en place de la Commission nationale de révision des codes communaux et de wilaya, composée de plusieurs membres des APC, des APOE, de l'APN, du Conseil de la Nation et d'experts lui permettra d'être à la hauteur des défis. Cette démarche permettra de renforcer les prérogatives des élus locaux et améliorer les services publics, de quoi consolider la démocratie participative et concrétiser le développement local. Nous avons constaté une grande rapidité dans la concrétisation des engagements du président de la République. J'espère que la commission qui a été installée permettra d'élargir les prérogatives des élus. Cette commission est composée d'experts et de compétences avérées, ce qui nous rassure quant aux résolutions qui seront prises pour élaborer un code communal et de wilaya qui répond au mieux aux aspirations aussi bien des élus que des citoyens. Selon les observateurs, l'installation de la Commission nationale de révision des codes communaux et de wilaya représente une étape importante vers une meilleure gestion des collectivités locales. Si ces objectifs sont multiples, sa mission première est d'identifier les lacunes et proposer des améliorations. L'expérience a démontré qu'il existe des lacunes qu'il faudra résoudre pour réaliser le développement local en élargissant les prérogatives des élus et en renforçant le rôle de l'administration locale.
Nous sommes très optimistes. Nous espérons une révision profonde des codes communaux et de wilaya avec des dispositifs incitatifs pour permettre aux élus d'accomplir leur mission convenablement. Nous espérons de nouvelles dispositions par rapport à la fiscalité communale pour permettre à chaque commune de tirer profit de ses richesses. En plus d'adapter les lois pour répondre aux besoins des citoyens, cette commission permettra aussi de définir les rôles et responsabilités des différentes instances administratives locales afin d'accroître la transparence au sein de ces institutions. Revenons ce soir sur le troisième et dernier jour de la visite officielle du général d'armée Saïd Shengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en Italie, à l'invitation de son homologue, l'amiral Giuseppe Cavo d'Aragone, chef d'état-major italien de la défense. Il a été notamment question de la coopération bilatérale et des enjeux de sécurité régionale. Les détails avec Walid Yousfi. Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées du niveau d'excellence de la coopération militaire bilatérale entre les deux pays amis, qui reflète l'entente et la grande confiance qui distinguent les relations algéro-italiennes à plus d'un titre. Les deux parties ont également passé en revue le développement de la situation et les mutations géopolitiques prévalant dans les zones d'intérêt commun. Le général d'armée a fait part à son hôte de ses vifs remerciements pour l'accueil et les marques d'hospitalité qu'il a reçues avant de lui transmettre les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui accorde un intérêt particulier aux efforts visant à élever les relations algéro-italiennes dans tous les secteurs, au plus haut niveau, particulièrement dans les domaines liés à la coopération militaire bilatérale. Le général d'armée a également passé en revue les domaines de la coopération bilatérale, laquelle connaît une dynamique positive et enregistre des résultats tangibles à la faveur de la ferme volonté des dirigeants des deux pays de l'élever au niveau d'un partenariat stratégique global. De son côté, le ministre italien de la Défense a exprimé sa grande satisfaction de recevoir la délégation militaire algérienne et sa confiance en la capacité des deux pays amis à bâtir un partenariat solide et mutuellement bénéfique, notamment dans les domaines de la sécurité et de la défense. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques. Le général d'armée Saïd Shengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ensuite une visite à l'entreprise italienne Leonardo SpA, une des entreprises leaders en Europe dans l'industrie de défense et les technologies de pointe, qui propose une gamme variée de solutions militaires, notamment dans les domaines de l'aéronautique, l'aérospatiale et les systèmes de défense terrestre et navale. Le général d'armée a reçu d'amples explications sur les technologies et systèmes de défense modernes qu'offre l'entreprise italienne, dont les responsables ont fait part de leur intérêt à consolider leur partenariat avec l'Algérie dans les différents volets des industries militaires. Le général d'armée s'est rendu au siège de l'entreprise Fincantieri, spécialisée dans l'industrie militaire navale, où il a suivi une présentation retraçant l'histoire du partenariat naval entre l'Algérie et l'Italie avant de s'enquérir des capacités de production de cette entreprise dans le domaine de la construction des navires de guerre et des équipements militaires navals, ainsi que des techniques modernes qu'elle propose. À cette occasion, les deux parties ont exprimé leur souhait de consolider la coopération bilatérale. Le président directeur général de l'entreprise, Biagio Mazzotta, a affirmé à cet effet que l'Algérie constitue un partenariat fiable et sérieux sur les plans régional et international. À l'issue, les deux parties ont discuté des moyens permettant un transfert de technologie, outre l'intensification d'échanges d'expertise entre les ingénieurs militaires et les techniciens des deux pays. Clôture aujourd'hui des travaux de la réunion des ministres de l'Intérieur du G7 qui regroupe les 7 principales puissances industrielles mondiales à Mirabella et Clano en Italie, avec la participation de l'Algérie représentée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Erad. Une réunion de 2 jours consacrée à l'examen de plusieurs questions relatives à la sécurité, à la migration clandestine et à la lutte contre la cybercriminalité. Majda Djahmoun.
La question de la migration clandestine et de la traite des êtres humains était au centre des discussions lors de la réunion des ministres de l'Intérieur du G7 à laquelle l'Algérie a pris part activement. Lors de son intervention, le ministre de l'Intérieur, Brahim Merred, a mis en avant les efforts de l'Algérie pour soutenir le développement en Afrique dans le cadre de la vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le traitement de la question de migration clandestine aux répercussions multidimensionnelles est inconcevable dans le cadre des mesures conjoncturelles. Cela nécessite une vision globale, intégrée, coordonnée et solidaire et qui vise essentiellement à traiter les causes profondes du phénomène et ce en garantissant les facteurs de sécurité et de stabilité et en soutenant le développement dans les pays d'origine. Telle est la perspective que défend l'Algérie, une perspective fondée sur la relation entre la sécurité et le développement. L'Algérie poursuit sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ses démarches visant à accompagner les efforts de développement dans les pays africains, notamment dans les zones frontalières, et ce, à travers des projets structurants et des actions de coopération et de solidarité dans la région, tout en plaidant pour la cause de développement en Afrique dans tous les forats internationaux. Le phénomène de la migration clandestine est associé à l'extrémisme, à la discrimination, l'islamophobie et le discours de haine signalés dans de nombreux pays. Tout en saluant le dialogue continu avec nos différents partenaires à ce sujet, nous estimons que les discussions autour des questions migratoires doivent également prêter attention aux conditions de vie de notre communauté établie à l'étranger. À cet égard, nous appelons nos partenaires à intensifier les efforts de lutte contre les manifestations d'extrémisme, de discrimination, d'islamophobie et de discours de haine visant nos concitoyens afin de garantir un climat de sérénité dans notre environnement régional et mondial, favorisant une meilleure intégration et une coexistence positive. La migration clandestine est aujourd'hui liée à des flux de migrants résultant de l'instabilité dans les pays d'origine, de la dégradation de conditions sécuritaires et de la fragilité de leurs infrastructures. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merred, a rencontré aujourd'hui en Italie son homologue libyen, Imad Mustafa Trabelsi. Lors de cette rencontre, organisée en marge de la réunion des ministres de l'Intérieur du G7 tenue à Mirabella et Clano, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les perspectives de coopération et d'échange d'expertise entre les deux pays, notamment dans le secteur de l'intérieur. Ils ont également évoqué les différentes questions d'intérêt commun en matière de sécurité, ainsi que les voies et moyens de renforcer les perspectives de coopération et d'échange d'expertise entre les secteurs de l'intérieur des deux pays. Brahim Merred s'est également entretenu avec son homologue italien Matteo Piantedosi. Les deux parties ont passé en revue la coopération bilatérale entre les deux pays dans les différents domaines ainsi que les questions d'intérêt commun. La réunion a permis aussi de mettre en avant la coopération entre les académies de police des deux pays ainsi que les échanges d'expériences en matière de protection civile et de protection des risques majeurs. Les deux parties ont par la suite convenu de poursuivre le travail avec la même dynamique et d'intensifier la coopération dans les différents domaines selon la vision tracée par les deux chefs d'État. Le ministre des Finances, cette fois l'Aziz Faïd, a reçu en audience Ahmadou Moustapha Ndaye, directeur des opérations pour le Maghreb et Malte auprès de la Banque mondiale, durant laquelle le ministre a fait part de l'engagement résolu de l'Algérie dans un programme de réforme économique ambitieux visant à promouvoir un développement économique durable et inclusif. Cette rencontre tenue hier à Alger a constitué une occasion pour échanger sur l'état et les perspectives de coopération entre l'Algérie et la Banque mondiale, en vue notamment de soutenir les réformes engagées par le gouvernement et d'accompagner la dynamique déjà enclenchée par notre pays en matière de réforme et de diversification économique. Je vous en parlais en titre, une décision considérée comme un pas important dans la lutte contre l'exploitation des ressources sahraouis sans le consentement du peuple et qui vient là renforcer la position juridique du Front Polisario dans son combat. Le Front Polisario vient d'obtenir plusieurs victoires juridiques. La Cour de justice européenne a rejeté les recours du Conseil et de la Commission de l'Union européenne, confirmant ainsi l'annulation des accords signés avec le Maroc qui s'appliquaient illégalement au Sahara occidental. Les détails avec Kamel Barba.
C'est une victoire écrasante pour la cause sahraoui dans sa bataille juridique pour mettre un terme au pillage des ressources du peuple sahraoui. La justice a donné raison au Front Polisario, considéré comme le seul représentant légitime du peuple sahraoui, en rejetant les recours introduits par le Conseil et la Commission de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne a invalidé définitivement 2 accords commerciaux signés entre le Maroc et l'UE, étendus illégalement au Sahara occidental occupé. Ces accords de 2019 en matière de pêche et de produits agricoles auxquels le peuple du Sahara occidental n'a pas consenti ont été conclus en méconnaissance des principes de l'autodétermination et de l'effet relatif des traités, a tranché la haute juridiction établie à Luxembourg. La Cour, Grande Chambre, déclare et arrête 1. Les pourvois sont rejetés. 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de maintien des effets de la décision 2019-441 du Conseil. 3. La Commission et le Conseil supportent leurs propres dépenses, ainsi que ceux exposés par le Front populaire pour la libération de la Sarguilla, El Hamra et du Rio de Oro, Front Polisario, dans le cadre des présents pourvois. 4. Le Royaume de Belgique, la Hongrie, la République portugaise et la République slovaque, ainsi que le Royaume d'Espagne, la République française, la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Nord, la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Centre et la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Sud supportent leurs propres dépenses. Dans une autre décision, la CJE s'est également prononcée sur l'identification et l'étiquetage des melons et des tomates du Sahara occidental. Elle a souligné que cet étiquetage doit indiquer les territoires sahraouis et non le Maroc comme pays d'origine. La Confédération paysanne, un syndicat d'agriculteurs français, avait demandé à l'administration française d'interdire l'importation de melons et de tomates originaires du territoire sahraoui, étiquetés à tort comme provenant du Maroc. Ce sont des décisions historiques du point de vue légal, du point de vue même économique aussi. C'est un coup dur pour l'occupation marocaine qui essaye d'imposer les faits coloniaux marocains au Sahara occidental. C'est un coup dur à l'économie d'occupation, puisqu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, toutes les entreprises européennes qui opèrent au Sahara occidental doivent quitter les territoires. Il n'y a plus de cadre juridique pour qu'ils continuent avec ces opérations. C'est un coup dur à la politique de colonisation démographique menée par le Maroc depuis quelques années maintenant pour changer la nature démographique du territoire. Et c'est une aussi décision c'est un coup dur aussi aux positions unilatérales qui ont été annoncées par certains pays européens, notamment la France, mais aussi l'Espagne, des positions irresponsables. Aujourd'hui, les juges, se basant sur le droit international, mais aussi le droit européen, ils ont envoyé un message clair au pouvoir politique comme quoi le Sahara occidental et le Maroc sont des territoires distincts, séparés. Le Maroc n'a aucune souveraineté sur le territoire. La Cour a rappelé que le consentement du peuple du Sahara occidental était incontournable et que rien ne pouvait se faire sans lui en territoire occupé. Maintenant, nous appelons les institutions de l'Union européenne, les États membres à respecter les décisions de justice et nous les avertissons que ce n'est qu'un début. C'est-à-dire que s'ils continuent à contourner les décisions de justice, nous retournerons devant la Cour et cette fois en demandant des demandes de compensation. Pour ce qui est de notre travail avec le peuple sahraoui, vous pouvez compter sur la détermination complète des avocats pour continuer leur travail et amplifier jusqu'à détruire totalement l'outil économique qui permet au Maroc de se maintenir en territoire occupé. Ces décisions de justice sans précédent sont une reconnaissance du Front Polisario en tant que seul représentant du peuple sahraoui et interlocuteur privilégié dans le cadre du processus mené sous l'égide des Nations Unies pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Je vous invite à présent à écouter ces réactions suite à la décision de la Cour de justice européenne.
Toutes les franges du peuple sahraoui, partout dans le monde, mais surtout ceux qui se trouvent dans les territoires occupés, se réjouissent de la décision de la Cour européenne. Une décision qui rétablit le droit des Sahraouis à leur richesse et consolide leur droit à la liberté, à l'indépendance et à l'autodétermination. Cette décision vient confirmer que le propriétaire légal et unique de ces terres et de ces richesses est le peuple sahraoui. Cette décision vient mettre un terme à des spoliations qui ont duré une cinquantaine d'années. Elle annonce le début d'une autre bataille, celle de la demande de dédommagement de 50 années de spoliation continue. C'est une décision historique pour le peuple sahraoui et sa lutte juste. Cette décision rétablit le droit des Sahraouis à décider du sort de leurs richesses et aucune décision ne peut être prise sans leur consentement. C'est un couronnement d'une longue bataille juridique et d'un long combat que les Sahraouis ont mené par le biais de leur seul et unique représentant, le Front Polisario. C'est aussi une reconnaissance que le seul souverain de ces terres n'est autre que le peuple sahraoui. C'est une décision historique. Elle consacre des années de résistance et de lutte acharnée. Je félicite le Front Polisario pour cette bataille politique et juridique. C'est important car cela interpelle la Commission européenne, le gouvernement espagnol et autres membres. Le Sahara occidental a des richesses halieutiques et agricoles. Alors en tant que militants des droits de ce pays, nous partageons la joie des Sahraouis. C'est la première fois qu'une instance européenne prend une telle décision. Notre lutte se poursuivra pour les droits de l'homme et pour faire avancer beaucoup d'autres choses. À la fin, je m'adresse au corps diplomatique sahraoui. Tous nos collègues de Bruxelles, Genève, nous saluons votre rôle clé. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, s'est rendu dans les camps de réfugiés où il a rencontré le président sahraoui pour discuter des perspectives de règlement du conflit. Un déplacement empreint d'espoir qui renforce la volonté des Nations Unies de trouver une solution juste et pacifique pour le peuple sahraoui appuyé par les efforts de l'Union africaine. Walid Yousfi. Lors de sa visite, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, s'est rendu dans les camps de réfugiés à Tindouf où il a rencontré le président sahraoui Brahim Ghali. L'occasion pour la partie sahraoui de discuter de l'avancée du processus de règlement de la question sahraoui. La partie sahraoui a réaffirmé son désir et sa disponibilité constante à soutenir les efforts des Nations Unies et de l'Union africaine afin d'aboutir à une solution juste et durable entre la République sahraoui et l'occupant marocain. Dans le cadre du respect total des lois constitutives et de la charte de l'Union africaine, cela démontre notre volonté d'instaurer la paix dans notre région qui fait face à une situation difficile en raison de la poursuite de l'occupation marocaine. Entre associations, syndicats ou autres organisations, les acteurs de la société civile sahraoui ont transmis aux représentants du secrétaire général de l'ONU plusieurs messages ayant tous pour thème principal le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Nous lui avons transmis notre message qui reflète le point de vue de tous les Sahraouis. Je suis certaine que tous les Sahraouis à travers le monde parleront avec le même temps. Nous avons l'espoir et une forte volonté de décrocher notre indépendance, peu importe le temps que cela prendra. En tant que modérateur impartial, nous lui avons confié la responsabilité de se pencher sur la question des disparitions forcées des Sahraouis, qui constitue une violation flagrante des droits de l'homme, mais aussi d'organiser des visites du Haut Commissariat des droits de l'homme. Nous avons insisté sur l'importance de libérer tous les détenus politiques. Le message que nous avons adressé à cette délégation de l'ONU porte sur la cause sahraoui, un combat de longue haleine. C'est un dossier qui doit être pris en charge au sein de l'ONU. Cette visite constitue une occasion pour le Front Polisario, seul représentant du peuple sahraoui, de réaffirmer le rôle des Nations Unies dans le règlement du conflit sahraoui et de garantir son droit à l'autodétermination. Intéressons-nous à présent au poste frontalier Moustapha Ben Boulaïd qui se révèle être un véritable pont entre l'Algérie et le reste du continent africain. Ce point névralgique ne se contente pas de faciliter le commerce, il joue également un rôle clé dans le projet de l'axe minier ainsi que dans l'expansion des liaisons aériennes et terrestres. Une infrastructure stratégique qui promet de dynamiser l'économie et de renforcer le secteur des transports. Abdel Nour Hamel et Majda Djahmoun.
De nombreux projets de développement ont concerné la wilaya de Tindouf. Des projets d'une importance majeure, à l'exemple de l'ouverture du passage frontalier Mustafa Boumboul'Aïd et la réalisation de la ligne ferroviaire du projet minier de l'Ouest. Autant de réalisations qui permettront d'assurer le développement durable dans la région. Le projet de l'ouverture de ce poste frontalier, Mustafa Ben Boul'Aïd, est un acquis important, permettant de booster l'activité économique de la wilaya de Tindouf. La nouvelle ligne aérienne Alger-Tindouf permettra de résoudre beaucoup de problèmes. Et toujours dans le but de développer le transport dans la wilaya, le secteur a récemment renforcé ses lignes aériennes et terrestres avec des lignes supplémentaires, en plus du réaménagement des gares et stations de la région. Nous allons donner une nouvelle dimension à ce poste frontalier dans le but d'améliorer les services, et ce à tous les niveaux, notamment en matière de sécurité et de rapidité pour faciliter le passage, ainsi que les opérations et les échanges commerciaux supervisés par la direction des douanes. Nous avons donc inauguré 2 nouvelles lignes supplémentaires à Tindouf, notamment les 2 nouvelles lignes reliant Tindouf à Oran et Tindouf à Alger. Grâce aux efforts des hautes autorités du pays, de nombreux projets sont en cours de réalisation. Des projets d'envergure visant à améliorer le cadre de vie des citoyens en leur assurant un développement durable. Les 10 membres élus du Conseil de sécurité, y compris l'Algérie, ont exprimé hier dans une déclaration commune leur profonde préoccupation face à la recrudescence des tensions au Proche-Orient, dénonçant la spirale de violence actuelle. Dans leur déclaration commune, les 10 membres ont appelé à un arrêt immédiat des hostilités, au respect par toutes les parties de leur engagement en vertu du droit international. Ils ont réaffirmé que la solution diplomatique était le seul moyen pour aller de l'avant dans le processus de règlement des différends, exhortant toutes les parties à privilégier le dialogue et la diplomatie tout en assurant la protection des civils. Les membres du Conseil de sécurité ont également exprimé leur plein soutien au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et à l'ONU face à la campagne acharnée dont il est victime suite à ses positions solidaires avec le peuple palestinien, notamment après la décision des autorités d'occupation sioniste de le déclarer persona non grata et de l'interdire d'entrer en territoire palestinien occupé. Il est aujourd'hui impératif de vacciner tous les habitants des régions ayant enregistré des cas de diphtérie et de paludisme. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, aujourd'hui depuis Bourj Bedi Mokhtar. Le ministre a estimé que l'éradication de ces maladies était imminente grâce notamment à la disponibilité des médicaments. Après l'approvisionnement de la région en plus de 920 boîtes, tout en optant pour les antipaludiens injectables, à quoi s'ajoutent les efforts des autorités locales qui ont évacué les eaux stagnantes propices à la prolifération des moustiques porteurs de paludisme. Dans le même sillage, le ministre a affirmé qu'aucun cas de diphtérie n'a été enregistré dans la commune de Timiaouine, relevant de la wilaya de Bourj Bedi Mokhtar, tandis que la vaccination demeure le moyen le plus efficace pour la prévention. Accompagné d'une délégation du secteur de la santé et des autorités locales, Abdelhak Saïhi s'est enquis des cas enregistrés et des conditions de leur prise en charge, donnant des instructions pour la prise en charge des malades et la vaccination de toutes les franges de la société. Ouverture dans moins d'une heure de la 12e édition du Festival international d'Oran du film arabe. 10 œuvres cinématographiques algériennes participeront à parmi plus de 60 films programmés pour cet événement cinématographique. Dans le cadre du concours officiel, 8 films algériens sur 43 films arabes seront en lice dans les catégories long métrage, court métrage et documentaire pour décrocher le prix du Wehran d'or, argent et bronze. La nouveauté de cette édition réside dans la présence d'artistes ayant une longue carrière dans le cinéma et un programme distingué qui comporte la présentation d'œuvres de fiction, une première dans le monde arabe et africain dont la plupart sont nouvelles. La 12e édition qui débute aujourd'hui prendra fin le 10 octobre prochain. Et nous avons en direct avec nous notre correspondant sur place, Emir Nedbesh, à partir d'Oran. Emir, bonsoir. Alors, ouverture dans moins d'une heure, nous le disions, de cette 12e édition du Festival international d'Oran du film arabe. 10 œuvres cinématographiques algériennes participeront à ce festival. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le programme qui s'étalera sur une bonne semaine ? Bonsoir Nour, bonsoir à toutes et à tous. On est au centre des conférences Ahmed Ben Ahmed ici à Oran pour assister à la cérémonie d'ouverture de cette 12e édition du Festival international
du film arabe d'Oran après une absence, une éclipse qui a duré 6 ans. Et oui, à cause de la Covid, mais également à cause de certains problèmes liés à la production et à la programmation cinématographique dans le monde. Alors, ce festival est resté intact puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus ce soir assister à cette ouverture qui n'a pas encore commencé. On voit bien sûr derrière moi le public qui commence à accéder à cette salle pour bien sûr un programme qu'on va tout simplement vous dévoiler. Alors ce qu'il y aura ce soir, bien sûr après l'allocution de Madame la ministre qui va donner le coup d'envoi, il y aura bien sûr des hommages à des figures du monde du cinéma mondial et arabe. Concernant le cinéma mondial, il y aura bien sûr cet hommage qui va être attribué à Costa Gavras et à Michel Gavras pour le film Z qui a bien sûr remporté l'Oscar et le premier Oscar à l'Algérie. Et puis il y aura Lakhdar Hamina, Mohamed Lakhdar Hamina, le grand réalisateur algérien qui a aussi obtenu la Palme d'Or. Donc la Palme d'Or et l'Oscar vont être réunis ce soir dans cette salle. Il faut savoir qu'il y a 60 œuvres cinématographiques au sein de cette édition qui vont être projetées dans les différentes salles. 43 vont concourir pour bien sûr le Wihir d'or ou le Wihir d'argent ou le Wihir de bronze. Mais il faut aussi noter qu'il y a 10 films algériens qui vont participer à ce festival, à ce concours cinématographique. Et puis un clin d'œil à la Palestine avec bien sûr Distance Zéro d'Oran à Gaza. Ce sont 22 courts-métrages qui vont être projetés, qui sont signés par des réalisateurs et réalisatrices de Gaza. Voilà, le programme est donné. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que le film d'ouverture ce soir, ça sera un film algérien signé par Lotfi Bouchouchi qui s'intitule La Station, la gare. Donc on est très content et très heureux quand c'est le cinéma algérien qui est à l'honneur. Vivons la passion du cinéma. En tout cas, nous, on est là avec bien sûr nos collègues de la station d'Oran pour vous donner des nouvelles d'Oran chaque matin dans Bonjour d'Algérie et dans d'autres éditions, bien sûr, des journaux télévisés de Canal Algérie. Merci. Merci. Merci Amen Nebech. Vous l'avez dit, nous vous retrouverons lors de nos prochaines éditions et je rappelle que vous étiez en direct avec nous d'Oran. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Excellente soirée.